Bonjour, c'est déjà le numéro 4 de Stop Intox pour ce Salon international de l'agriculture 2025 avec aujourd'hui un sujet très poil à gratter, la guerre souterraine du lobby anti-viande. Alors ce sera l'occasion d'examiner les chiffres de consommation de viande, de produits carnés en France et vous verrez que la géopolitique que j'évoquais hier a eu des conséquences. Le poulet ukrainien est arrivé massivement sur le marché français. Nous allons en parler avec nos invités. Nous ferons le point dans le détail. Yves Fantou, pour commencer. Bonjour Yves Fantou. Vous êtes le fondateur d'un collectif, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, qui s'appelle les Omnivores. Alors ça veut tout dire, les omnivores, c'est-à-dire que nous sommes omnivores, on consomme ce qu'il y a autour de nous. Et puis, vous êtes le patron de Culture Viande. J'accueille également Étienne Lombardo, qui est chercheur. Bonjour. Lauréat de l'école, formée en tout cas à l'école de guerre économique. Et vous êtes l'auteur d'un rapport, un rapport tout à fait passionnant, que j'ai là, que je vais vous montrer, qui s'appelle « Ingérence économique dans la production alimentaire française ». Vous allez nous expliquer, on compte sur vous pour comprendre comment fonctionne ce lobby anti-viande. Quels sont ses objectifs? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a des outils du champ de bataille? Est-ce qu'il y a des soldats en uniforme et d'autres qui ne le seraient pas, des passagers clandestins? Et puis Paul Sugy, vous êtes l'auteur d'un ouvrage désormais quasi historique sur ces questions-là, L'extinction de l'homme chez Taillandier. Vous êtes intéressé à la dimension anthropologique de la consommation de viande. Est-ce que nous sommes au fond, c'est ça la question, est-ce que l'homme a une place à part sur cette terre, sa place par rapport aux autres espèces vivantes, et est-ce que sa consommation est un indicateur de ce qu'il est? C'est un peu ça. On va commencer par peut-être quelques chiffres pour se rappeler que la consommation de viande, elle est profondément attachée à notre culture française. Pour mes grands-parents, qui sont nés ou décédés aujourd'hui malheureusement, mais qui étaient nés au début du XXe siècle, le fait, pendant les 30 glorieuses, de pouvoir consommer de la viande tous les jours était un signe d'appartenance à une classe sociale. C'est-à-dire que c'était un facteur d'élévation sociale. Et puis, peu à peu, on a vu que la consommation de viande se transformait et nous sommes aujourd'hui confrontés à un niveau correct de consommation de viande en France. Alors, c'est un marché important, 52 milliards d'euros. C'est un marché dans lequel on consomme 83 kilos équivalent carcasse. À peu de choses près, c'est moins que les Américains, c'est un peu plus que les Chinois, beaucoup moins que les Américains. Mais on constate que si la consommation de viande ne décroît pas, la production, et c'est le facteur qui devrait attirer notre attention, la production française baisse et les importations augmentent. Je vais commencer avec vous, Étienne Lombardo. On évoque aujourd'hui la question d'un lobby. Est-ce qu'il existe véritablement ou est-ce que c'est un fantasme ? Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a véritablement un lobby anti-viande en France qui est porté majoritairement par des associations qui sont elles-mêmes financées par souvent des fonds de pension ou des grandes entreprises, des philanthropes américains qui, par là même, ont aussi des actions, des investissements dans des entreprises qui défendent des productions finalement anti-viande. Je m'explique. Par anti-viande, j'entends notamment de la viande cellulaire, de la viande Alors oui, c'est toujours de la viande, mais elle est cellulaire. Je le disais, là, c'est un marché à 52 milliards d'euros par an en France. Alors c'est beaucoup, c'est un marché vaste, considérable, solvable. Pour le moment, les offensives que je vois ici ou là sont marginales. Est-ce que vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord ? Si, un petit peu, mais on importe quand même de plus en plus de viande. Et peut-être que sur la viande cellulaire, effectivement, les offensives peuvent vous paraître marginales. Mais aujourd'hui, on importe quand même un poulet sur deux, quoi. Donc, Alors, là, on parle de viande cellulaire. Est-ce que l'objectif de ce lobby, de ces entreprises, c'est progressivement de conquérir ce marché ? Il y a une volonté de conquête de marché qui n'est pas forcément affichée comme telle, qui est masquée derrière des rideaux d'association et des arguments à la fois écologiques sur des notions de décarbonation, des arguments également plus spécifiques au bien-être animal. Et derrière, à partir de ces arguments, c'est créer tout un narratif, faire une sorte d'encerclement cognitif sur les populations et les consommateurs de viande pour arriver avec des solutions alternatives
qui sont, elles, proposées par ces manias américains ou des acteurs finalement de la viande cellulaire, de la viande artificielle, si on peut les appeler ainsi. Je vais vous donner la parole dans un instant, Yves Fantou, mais Paul Sugy, je voulais aussi votre avis sur la dimension un peu plus philosophique. Vous avez écrit un livre qui se rapporte au sujet que nous évoquons aujourd'hui, avec une approche différente. Alors, il y a la dimension économique. Un marché de 52 milliards, croyez-moi, ça se regarde de près. Hein, et 1 ou 2% de conquête de parts de marché par an, ça fait beaucoup d'argent et ça représente beaucoup d'intérêt. Mais au-delà, il y a la représentation qu'on a de l'homme dans sa relation avec son environnement. Oui, ouais, ma conviction profonde, c'est que les intérêts économiques qui peuvent sous-tendre l'envie de se passer de viande demain pour la remplacer par autre chose, qu'évidemment on ne va pas arrêter de manger pour autant, donc on voit bien qu'un marché peut en remplacer un autre et qu'il y a des acteurs qui seraient très intéressés par le fait de récupérer le pactole que vous évoquez. Selon moi, ces intérêts économiques sont seconds dans la transition, le basculement qu'on est en train de vivre et qui concerne selon moi véritablement la place que nos sociétés développées accordent à l'homme et à la représentation qui s'en font. Je me suis intéressé pour écrire le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, L'extinction de l'homme, à la genèse très ancienne de ce qu'on appelle aujourd'hui les courants antispécistes. L'antispécisme, c'est la philosophie, la doctrine qui voudrait dénoncer une discrimination spéciste. C'est-à-dire que si vous considérez qu'un chien ou une vache a les mêmes droits que vous êtes un antispéciste, vous luttez contre les discriminations entre les espèces au même titre que les mouvements antiracistes luttaient contre les discriminations entre les races humaines, par exemple. Donc ça, on voit bien qu'il y a l'inscription dans un répertoire d'actions militants qui s'inscrit dans l'héritage de l'antiracisme, c'est-à-dire les combats, par exemple, pour la lutte des droits civiques aux États-Unis, l'abolition de l'esclavage, les mouvements féministes. Ça, c'est le récit. Mais en fait, de façon bien plus ancienne, la cause végane a quasiment toujours existé. Pythagore était déjà végétarien. Et ce que l'on voit, c'est que au fur et à mesure de l'histoire, que ça soit dans l'Antiquité gréco-latine, que ça soit dans le Moyen-Âge chrétien, par exemple, un certain nombre de courants hérétiques. C'est intéressant de voir, par exemple, que les cathares étaient d'ardents végétariens. Bon, ils s'abstenaient aussi de toute relation sexuelle, parce qu'il y avait derrière vraiment une idée que la création en elle-même était mauvaise et qu'il fallait cesser de la perpétuer. Je note que les militants antispécistes aujourd'hui sont moins radicaux dans leur pratique. Ça les regarde. Mais vous voyez, il y a toujours ce côté anti-système. Il n'y a pas seulement la dénonciation de la consommation de la viande, il y a la dénonciation d'un ordre sociopolitique et même religieux, parce qu'au fond, les premiers véganes étaient opposés, par exemple, au sacrifice d'animaux que l'on pratiquait dans les temples religieux de l'Antiquité païenne. Et donc aujourd'hui, on a la résurgence de cela sous la forme d'une remise en cause radicale, au fond, de toute la philosophie anthropocentrée occidentale, c'est-à-dire le fait d'avoir élevé l'homme comme la première des créatures, si on parle comme un chrétien, ou comme le premier des animaux, si on parle comme Aristote. Et vous voyez que c'est tout cet édifice qui menace d'être déconstruit. Donc ça m'intéresse de voir l'antispécisme comme un mouvement de déconstruction qui est récupéré de façon très habile ensuite par des lobbies et des intérêts économiques. Une forme de biologisation de la vie qui dit en substance, voilà, la cellule vivante d'un chien ou d'un renard est égale à celle d'un homme. C'est une autre approche du problème. Yves Fantou, est-ce que vous prenez, vous, entre nous, comme ça, très, très sérieusement, est-ce que vous prenez ce mouvement au sérieux? Moi, je le trouve un peu ridicule, et puis je trouve que son écho dans la population a beaucoup reculé. Est-ce qu'on ne surréagit pas ? Peut-être, mais enfin moi je l'ai pris au sérieux depuis quelques années, c'est pour ça que j'ai travaillé justement avec les omnivores en voyant qui étaient finalement ces mouvements. Donc des mouvements qui sont plutôt des mouvements abolitionnistes plutôt que welfaristes, c'est-à-dire qu'on n'est même pas forcément sur les conditions d'élevage, on est pour la fin de l'élevage. C'est pour ça que ces fonds sont dirigés vers ces ONG et pas vers les autres. Donc j'ai pris très au sérieux et en me disant, moi je suis 4e génération dans les métiers de la viande, et en me disant qu'est-ce qui me fait dire moi que j'ai le droit d'élever, abattre un animal pour m'en nourrir ou pour nourrir les gens. Voilà, donc j'ai travaillé sur ces sujets-là, notamment je me suis inspiré de Francis Wolff, et je trouvais qu'on avait des gens face à nous qui étaient très bien préparés, notamment en communication, etc., et que nous, on n'avait pas énormément d'armes et qu'on les entendait beaucoup. Voilà, donc on a décidé de travailler sur ce sujet-là. C'est vrai que leur parole aujourd'hui est surreprésentée dans l'espace médiatique, bien évidemment, par rapport à ce qu'ils représentent, y compris d'ailleurs en termes de part de marché. Je crois avoir lu des chiffres il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'il y a entre 1,5 et 2% des Français qui ne consomment ni fromage ni viande. Enfin. Oui, on est à peu près sur ces taux-là, et je pense peut-être encore un petit peu moins sur les véganes, et si on compte les végétariens, peut-être 4%. Mais il faut voir que pour les végétariens, c'est de la protéine animale. Hein. C'est ça. Mais le débat va largement au-delà de la consommation de viande, parce que vous avez tiré le fil là
pense que c'est la bonne idée, c'est contre l'élevage. Alors C'est contre que l'élevage. nous vivons, Bien nous, sûr. dans un pays avec une géographie particulière. Vous avez un tiers du territoire français qui est de montagne ou de moyenne montagne. Vous enlevez l'élevage, il n'y a plus rien. Vous enlevez l'élevage dans le Cantal, dans les Hautes-Alpes, etc. Il n'y a plus d'activité. Non, et même et après il y a des bassins de production vraiment différents, mais on a aussi besoin aussi de nous à la population. Et nous aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est protéger ceux qui nous nourrissent. Mais vous comprenez en même temps les arguments de l'autre côté de la barre, pour reprendre une expression d'avocat, c'est-à-dire que des gens qui disent bon, l'élevage n'a pas toujours été très vertueux en France, il faut des pratiques nouvelles. Alors, ce qui se passe déjà sur les pratiques, donc bien évidemment qu'elles ont évolué, toutes les pratiques de transport. Je vous dis, je suis 4e génération, j'ai vu quand même des choses passer. Donc, ça avance et tout ça avance dans le bon sens déjà depuis, pour moi, depuis des années. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la consommation de viande ne baisse pas de façon globale. Non, pas et du donc, tout, ouais. moins, Elle se transforme. moins on produit, Oui. plus on importe. Donc, soit on produit, soit on importe. La solution est ça. C'est ça. Donc, ça veut dire aussi que si demain on lâche nos producteurs, ça veut dire que ce sera produit ailleurs et on n'aura pas du tout la main sur ces types de production. Ouais. Ce qui se passe déjà, je sur citais certaines. tout à l'heure là, sommairement l'exemple du poulet ukrainien. Bon, pour des raisons géopolitiques, on a ouvert les frontières. Je crois qu'on les a un petit peu refermées entre-temps. Il y a ces produits qui viennent d'Amérique du Sud. C'est vrai qu'en France, on est précautionneux sur les conditions d'élevage. Et enfin, on peut en sourire entre nous, mais quand on parle d'une méga ferme à 200 vaches, par exemple, c'est une plaisanterie quand on va en Amérique du Sud ou même dans les pays d'Europe centrale et orientale. Il faut ajouter un 0, voire 2, dans certains cas. Donc, nous restons... Alors, les éleveurs sont inquiets de toutes ces questions-là ou la peur a reculé un peu? Bien, je pense que la peur a reculé un peu. Simplement, il y a des questions sociétales dans nos campagnes aujourd'hui. Ouais. Dès qu'un éleveur veut agrandir sa ferme ou quelque chose, aussitôt il y a des associations qui vont arriver pour l'en empêcher ou pour le retarder. Et quelqu'un aujourd'hui, un éleveur qui a 55 ans, il va pas forcément s'embêter à agrandir son exploitation. Il va se dire voilà, je laisse filer. Là en ce moment et depuis un petit moment, les prix sont intéressants, que ce soit dans le bœuf, dans le porc, enfin dans des produits agricoles. Et il n'y a pas forcément énormément d'investissement dans les fermes comme on en aurait eu il y a 10 ans par exemple. Alors, l'émission est consacrée au lobby. Je voulais qu'on en dise un peu plus quand même. Moi, j'ai regardé de près, là, Open Philanthropy. Alors, c'est un peu comment dire, c'est un peu les Galeries Lafayette. On trouve de tout, si vous voulez. En réalité, il y a une partie des fonds qui est affectée à lutter contre la malaria, une autre à vacciner des enfants, une troisième à lutter contre l'analphabétisme. Et puis, au milieu, je ne comprenais pas pourquoi, vous avez quelques millions d'euros qui circulent et qui viennent irriguer le tissu des associations hostiles à la consommation de viande, avec au passage quand même quelques gros mensonges sur les émissions de CO2. C'est-à-dire que si on fait le solde de l'élevage, bah oui, quand on a des prairies, la prairie, elle capte plus de CO2 que la forêt, par exemple. Et c'est le cas dans les territoires que j'évoquais. Et puis la viande artificielle, elle n'est pas neutre, pas du tout, c'est ce que j'ai compris. Non, absolument pas. La viande artificielle n'est absolument pas neutre. Et derrière, il faut aussi voir les apports de l'élevage pour les conditions d'agriculture. Parce que l'élevage fait partie d'un tout dans un écosystème. Et les effluents, par exemple, de l'élevage peuvent être réutilisés. Ils le sont. Pour fertiliser, Bien ils sûr. le sont. Bien sûr. Ils sont réutilisés pour fertiliser des cultures, des champs et derrière permettre une production de qualité. Et éviter l'usage d'intrants, l'usage de pesticides notamment. D'une certaine manière, avoir de l'élevage en France, ça permet à contribuer à la souveraineté alimentaire. Parce qu'on évite d'importer des engrais, des intrants qui viendraient par exemple du Maroc, qui pourraient venir de Russie et d'Ukraine. Et donc en maintenant l'élevage, on maintient une forme de souveraineté alimentaire dans nos territoires, on permet de produire de la viande, derrière on peut également avoir tous les dérivés laitiers qu'il y a. Et au-delà de ça, il y a aussi toute la question de l'entretien du paysage que la viande artificielle ne permet pas. Alors, la viande artificielle, précisément, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais j'ai compris que les conditions de production sont elles-mêmes assez peu respectueuses de l'environnement. Je me trompe ? On est dans des procédés industriels pour la plupart, et pour le moment... c'est vrai qu'il y a des conditions, il faudrait regarder plus en détail dans les conditions dans les protocoles de production, mais on est... Il y a une cellule souche, c'est ça, ouais. Et puis on la reproduit. C'est ça, on la multiplie. Dans l'idée c'est ça, exactement. Bon, c'est pas très glamour. Non, et au-delà de ça, ça pose toute une question sur le débat éthique
qu'on peut avoir par rapport à la production de viande artificielle par rapport à des cellules souches. Ouais. Comment est l'opinion, à votre avis, l'opinion en France, Paul Sujet, autour de ces questions? Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même un pays d'omnivores. Oui, pour l'instant, après, ce que l'on peut quand même remarquer, c'est qu'il y a à la fois un reflux, paradoxalement, je pense, des mouvements activistes les plus radicaux sur la question du véganisme. C'est-à-dire qu'on entend un peu moins qu'il y a quelques années, quand d'ailleurs toute la filière a commencé à se mettre en ordre de bataille en disant « Ouh là là, c'est quoi cette vague qui nous arrive dessus du véganisme, de l'antispécisme ?» Donc je crois qu'on les entend un petit peu moins. En revanche, on voit bien malgré tout que la consommation de viande a tendance à refluer pour plusieurs raisons, économiques évidemment, écologiques aussi. Elle se transforme. Elle se transforme. Alors, moins de viande rouge, plus de viande blanche. On voit qu'au fond, ceux qui luttent contre la viande pour des raisons idéologiques vont être tentés de plus en plus de le faire pour des raisons biaisées, en accentuant par exemple davantage le débat sur la question de l'impact environnemental ou de l'impact aussi sur la santé. Ce qui est une autre façon plus égoïste, plus personnelle de se poser la question de son rapport à la viande. Mais en réalité, ceux qui vont sous-tendre ce rapport-là le font parfois pour des raisons morales. Et je voulais justement revenir sur la question de la morale. C'est intéressant que vous parliez d'Open Philanthropy. Donc cette ONG, ce fonds d'investissement philanthropique a été fondé par un ancien associé de Facebook. D'abord, la question de la philanthropie, de la morale, ça montre bien que la façon dont on se pose la question de notre rapport à ce que l'on consomme devient morale, plus que jamais. On s'interroge sur toutes nos pratiques de consommation, à chaque fois en se demandant si au fond on commet un crime ou un péché, disait-on dans le temps, en choisissant tel ou tel produit de consommation. On parle de la viande, par rapport aux animaux, on pourrait parler évidemment de tout le reste, l'habillement avec le cuir, la fourrure. D'ailleurs la fourrure en France, c'est déjà quasiment, la messe est pratiquement dite, et on voit bien que tous les actes de consommation de la vie ordinaire deviennent des actes moraux. Et Open Philanthropy, c'est ça qui est intéressant, c'est la subversion même de la philanthropie. La philanthropie, c'est l'amour de l'homme. Oui, c'est ça. Et au nom de l'amour de l'homme, en réalité, on se préoccupe davantage du sort de n'importe quel être animal. Vous parliez de la réduction à la biologie, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au fond, on étend la gamme de notre sollicitude à tout le vivant, en considérant qu'une cellule vivante, quelle que soit sa nature, quelle que soit la nature de l'être qu'elle constitue, est égale à une autre. Est égale, parce qu'il y aurait une forme de droit du vivant qui remplacerait progressivement le vieux monde des droits de l'homme. Ce monde des véganes sans élevage, là, vous l'imaginez comment? Enfin, moi j'ai du mal à imaginer. Il a été imaginé il y a longtemps, vous vous rappelez, c'est dans les romans d'anticipation de Barjavel déjà, la viande artificielle. Donc c'est déjà un vieux rêve. C'est le vieux rêve d'une viande sans le sang, sans la mise à mort, c'est-à-dire au fond, nous serions libérés de l'acte fondateur par lequel l'être humain, dans le cycle de l'évolution ancestrale, est devenu supérieur aux êtres animaux par la supériorité de la technique. Il y a même des biologistes, je leur laisse la responsabilité de leurs travaux, mais qui s'intéressent par exemple à l'apport qu'a apporté la cuisson de la viande à la progression du cerveau humain. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous constitue dans notre intelligence et au raccourcissement de l'intestin. Exactement, doit beaucoup au fait qu'on a économisé sur le temps de digestion grâce à la viande cuite. C'est passionnant de voir que l'on remet tout cela en cause au nom justement de notre supériorité intellectuelle et morale. C'est-à-dire que nous serions devenus tellement supérieurs que nous serions en droit d'interroger cette même supériorité. C'est fascinant. La boucle est bouclée. Juste un mot, il y a beaucoup d'associations dont certaines sont très actives, enfin, parfois même violentes, à la limite de la violence. J'ai l'impression, Yves Fanteau, que leur influence a reculé. Oui, c'est possible quand on voit aujourd'hui alors ils appellent ça des enquêtes, comme si sur ces organisations-là, on pouvait avoir une forme de logique journalistique, quoi. Alors forcément que ces enquêtes ne sont pas objectives dans tout ce qu'on voit sortir. Bon, on va les nommer un petit peu sur L214, notamment ces derniers temps. Il y a beaucoup moins d'impact qu'il y a quelques années. On suit un petit peu les impacts et ça, c'est en forte baisse. Les actions sont toujours aussi nombreuses dans les élevages. Moi, j'ai rencontré des éleveurs il y a un petit peu moins d'un an là en Bretagne qui quand même étaient inquiets. Qui se protégeaient, élevage de lapins. C'est très très compliqué pour les éleveurs, hein, donc d'avoir été victime. On a eu des gens qui n'osent même pas témoigner derrière, tellement ça peut être violent. Et il y a des menaces physiques? Ça va jusqu'où? Non, je ne pense pas sur des menaces physiques, mais enfin bon, c'est très embêtant bien évidemment pour les éleveurs et pour les entreprises, puisque c'est le name and shame ce qu'ils cherchent à faire également. Donc c'est dire, voilà, telle entreprise peut être liée à tel élevage et donc on jette le discrédit sur cette entreprise. Mais au départ, je sais que j'ai des amis qui étaient assaillis de mails. Ils recevaient je ne sais pas combien de mails par jour pour ça. Enfin, c'est très déstabilisant pour les éleveurs et pour les entreprises. Alors,
Étienne Lombardo, il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure l'armée régulière avec uniforme, c'est L214 et quelques autres, mais il y a aussi des soldats sans uniforme. J'en entends de temps en temps à la radio, à la télévision. C'est-à-dire qu'il y a des passagers clandestins qui, au fond, sont en empathie avec ces mouvements et leur donnent une résonance qu'ils n'ont pas en réalité dans l'opinion. Oui, exactement. En fait, ces mouvements agissent dans différentes sphères. Il y a des sphères de terrain, mais on a également des sphères politiques, informationnelles, juridiques. En fait, à différents niveaux, à différentes échelles, et forcément, on a des relais d'information, des relais dans ces différentes sphères pour mettre en avant et exposer les différents arguments portés par les antispécistes dans le débat public, à toutes les échelles que ce soit. Et on en retrouve, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que... Ah oui, vous appelez... Enfin, votre réflexion appelle des compléments. Il y a des relais qui sont... sans donner de nom, mais il y a des relais qui sont au niveau de l'Assemblée nationale dans certains partis politiques pour relayer des idées politiques et faire passer un message, ou en tout cas adapter le droit... Il y en a un qui le revendique très clairement, c'est Aymeric Caron, qui est député parisien. C'est connu qu'il y a beaucoup d'élevage à Paris, surtout dans le 18e. Ça témoigne quand même d'une relation un peu lointaine avec le monde de la campagne, le monde de l'élevage. Mais vous ne croyez pas que les propos sont tellement excessifs que finalement ça a eu un effet contre-productif sur l'opinion ? Je pense qu'il y a une manière aussi d'ouvrir la fenêtre d'Overton sur des sujets, déplacer la fenêtre d'Overton sur des sujets et en tout cas poser le cadre moral de la viande artificielle, de la viande cellulaire dans le débat public. Après, est-ce que ça va... Je pense que quand on arrive à des actions violentes ou des actions trop radicales ou trop extrêmes, donc la culture française reprend sa place. Mais vous qui avez travaillé sur le sujet, vous dites c'est un vrai lobby, entendons-nous sur le mot lobby, hein. C'est un groupe d'intérêts communs qui poursuit un objectif, une ambition commune, avec des outils, un calendrier, un rétro-planning, des moyens, etc. Nous sommes en face de ça, c'est pas un ensemble de mouvements spontanés. C'est pas un ensemble de mouvements spontanés, il y a une stratégie, mais une stratégie qui est aussi appliquée à différentes échelles, avec une certaine souplesse et régionalisation de certains groupes d'action et modes d'action. C'est-à-dire c'est décentralisé, ça marche comme ça ? Il y a une centralisation, une décentralisation, ça dépend des modes d'action et des modes d'organisation des différentes associations qui sont citées dans le rapport. Donc il y a des modes d'action qui sont différents selon les associations, mais derrière l'objectif est quand même le même, et c'est de faire passer un message et de faire bouger le législateur sur des points précis. Et vous avez le sentiment que le législateur bouge ? Moi pas beaucoup, hein. Non, le législateur il bouge pas parce que l'opinion n'appelle pas à ce type de réflexion, ou en tout cas n'adhère pas à ce modèle de vie. Est-ce que cette question-là se pose particulièrement en France, ou est-ce qu'elle est européenne ? Je pense que la France est un pays particulièrement enclin à soulever ces questions-là par rapport à d'autres pays qui sont dans une logique plus économique et se posent peut-être moins de questions sur toute l'éthique par rapport à l'élevage. Après, je pense que si on regarde d'un point de vue un peu plus macro, je pense qu'en Europe, on est particulièrement enclin à être sujet à des tentatives d'influence ou du lobbying par rapport à des associations que le sont les États-Unis, la Chine ou... Ah oui, en Chine, oui, il y a peu de... Paul Sugy, pas d'accord ? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, c'est un débat qui a lieu dans des pays développés où il y a une sécurité alimentaire. C'est sûr qu'on ne se demande pas s'il est moral de manger de la viande si on n'a pas assez à manger. En revanche, je pense que la France est un peu en retard par rapport aux pays anglo-saxons, parce que nous sommes un pays de culture catholique dans lequel le rapport à l'animal n'est pas du tout le même que des pays protestants comme l'Angleterre, comme une partie des États-Unis, qui ont été précurseurs. Le premier vrai penseur de l'antispécisme, c'est un philosophe australien, Peter Singer, qui a enseigné aux États-Unis, et il a fallu une trentaine d'années pour que ses ouvrages soient traduits en France. Donc en réalité, je pense au contraire qu'il y a même eu un retard à l'allumage dans le déclenchement de ces débats dans un pays comme la France, qui en plus
attache une image, on va dire, particulière de fierté nationale à son agriculture. Ça ne veut pas dire que nous serons épargnés, ça ne veut pas dire que ces débats ne vont pas prendre de l'importance encore dans les années à venir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, notamment au Royaume-Uni, notamment dans certains endroits des États-Unis, un petit peu des laboratoires de ce que serait un monde dans lequel vraiment le véganisme devient un courant d'opinion à part entière, avec des réseaux autrement plus structurés que ça n'est encore le cas chez nous. Et je pense vraiment que c'est pour ça que, on va dire, les filières ont réagi il y a quelques années seulement en France, alors que le débat est installé depuis une trentaine d'années. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir comment est-ce que l'on a assisté un petit peu à la couvaison d'un débat idéologique extrêmement sophistiqué qui n'avait lieu que dans des cercles intellectuels assez poussés, dans lesquels les gens lisent, dans lesquels les gens font des études, et que très progressivement ces dernières années, ce débat, on va dire, s'est transmis à une partie de la société civile. Et là, on est vraiment à ce moment de frétillement. Vous diriez que c'est associé au wokisme, au sens où en partie, to be awake, c'est-à-dire être ouvert. C'est aussi, enfin, c'est une partie de l'explication qui nous est donnée. Hein. Regardez autour de vous, ce sont des êtres vivants qui ressentent la douleur, etc. Enfin, bon, je veux dire, ça s'entend. Mais ce courant, je le vois plutôt reculer qu'avancer, y compris aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Après, il faut se méfier de regard de très court terme. Effectivement, on voit bien que l'élection de Donald Trump, la lassitude d'une partie de l'opinion américaine sur les sujets woke, sur la question notamment de la diversité, de l'inclusion, des programmes d'affirmative action aux États-Unis. Effectivement, il y a, dans le temps qu'on vit, extrêmement présent, contemporain, une lassitude. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une lame de fond qui avance. Moi, ce que je vois vraiment, le principal ressort, selon moi, de l'antispécisme et de la cause végane, c'est une forme d'ennui militant. Dans un monde dans lequel vous avez vaincu la plupart des injustices, la plupart des inégalités, dans lequel les groupes humains ont quasiment partout les mêmes droits, il faut trouver des nouvelles causes, il faut trouver de nouveaux combats. Et cette lassitude qu'on a vue chez les communistes au moment où la moyennisation de la société a rendu obsolètes les revendications de la classe ouvrière et qui s'est traduit par l'arrivée des nouveaux groupes militants sur ce que vous appelez le wokisme, qui sont tous les grands combats pour la justice sociale, le post-colonialisme, le néo-féminisme, la cause trans aujourd'hui. Et aussi l'antispécisme, on voit bien que ça traduit encore une fois l'inquiétude de certains groupes de pression qui se disent mais quels sont les sujets pour lesquels on va pouvoir lutter demain et pour le siècle à venir. Et la cause de l'animal en fait partie, mais pas pour les 10 ou 20 prochaines années, pour le prochain siècle. Ça sera peut-être, en tout cas c'est ce que prophétisent certains, c'est ce dont rêve Ébric Caron, le grand combat de société du 21e siècle. Tout ceci pour dire aussi que les modèles alimentaires, c'est une question d'éducation. On apprend, quand on a des enfants, on leur apprend son propre modèle alimentaire. Et en France, même s'il y a beaucoup de restauration hors domicile, de plus en plus, même si dans la restauration hors domicile, la part des importations augmente pour des raisons de prix, à table, nous restons collectivement attachés à un repas dans lequel figurent des produits carnés. La preuve, c'est que pour les gens qui ne mangent pas de viande, on va imiter les produits. Au départ, moi, je pensais que cet aspect culturel n'avait pas forcément de sens et n'allait pas aller très loin. Et quand je vois qu'on fait du faux fromage à base de noix de cajou, mais ce que je dis, mangez plutôt des noix de cajou plutôt que d'avoir un produit ultra transformé. Oui, c'est ça. Et donc, avec des gens qui veulent manger sainement, on se retrouve à manger des produits ultra transformés, ce qui est incompréhensible. Oui, et puis il y a la question du vocabulaire. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué parce qu'elle est un peu secondaire, mais alors aujourd'hui, il y a des décisions de droit qui disent qu'un certain nombre de produits peuvent s'appeler saucisses, jambon ou enfin que sais-je, sans qu'il y ait ni cochon, d'animaux, ni de quoi que ce soit d'ailleurs dans les produits. Mais ce que je remarque, c'est que ces produits, j'ai regardé un petit peu les niveaux de consommation, ils n'augmentent pas vraiment depuis 2021. Et ce qui fait que, alors qu'on en fait quand même énormément de publicité, il suffit de prendre le métro à Paris pour voir un petit peu ce qui se passe sur ces entreprises. Et ces entreprises recapitalisent quand même très très souvent. Donc voilà, c'est pas très bon signe. Bon. Dernière question, Étienne Lombardo, vous avez diffusé votre rapport auprès des journalistes ? Oui. Il a eu un écho, il a été intéressé. Oui, exactement. Bon. Et derrière, la diffusion, par exemple, continue ici sur ce plateau même pour expliquer un peu les ressorts finalement de ce qu'il en est. Et toute cette action finalement s'inscrit aussi dans un cadre plus large qui est de voir comment la guerre économique et la guerre de l'information s'appliquent sur des questions agricoles et qu'il faut se ressaisir pas seulement sur la filière, comme la filière de la viande le fait, mais également dans d'autres filières végétales, dans d'autres filières agricoles, pour derrière défendre les intérêts nationaux et les intérêts des Français. En tout cas, il y a là un vrai enjeu d'information
et de transparence de l'information. Tout dire et ne rien oublier. Merci en tout cas à tous les trois, c'était tout à fait passionnant. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve demain matin. Ici, nous sommes toujours accueillis et formidablement accueillis par Semae. Semae, toutes les semences pour demain. Eh bien, d'autres idées. Demain, nous évoquerons les questions géopolitiques. À demain et bonne journée.